Ok, Parfait. donc merci pour cette invitation. Donc, on va passer du tracking visuel au tracking musculaire. Donc, moi, ce que je voulais faire pendant cette présentation, c'est vous présenter un peu un des outils que nous avons développé depuis de nombreuses années dans notre laboratoire et qui consiste à avoir une genre de fenêtre biologique sur la consommation énergétique musculaire. Et puis, avant de commencer, peut-être je voudrais remercier l'Institut Carnot Star pour l'organisation de cet événement qui vraiment est très, très intéressant et pour son activité au quotidien de mise en relation entre les différents acteurs de l'Institut. Donc, quand on parle de l'énergétique musculaire, en fait, on parle de ce cycle-là qui, comme vous le savez, toutes les cellules ont besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie, elle la puise à partir d'une seule molécule qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que la quantité d'ATP dans nos cellules est vraiment très, très limitée. Quand je dis très limité, ça veut dire que pour faire un exercice musculaire très intense, le stock d'énergie que vous avez dans votre muscle vous permettrait de tenir quelques secondes. Donc, vous comprenez assez facilement que sur cette base-là, le système cellulaire est obligé de mettre en place des mécanismes qui vont permettre la refabrication quasi permanente de ce pool énergétique. Et c'est ce qu'on se propose d'explorer au travers des méthodes qu'on a développées au laboratoire. Donc, l'énergétique musculaire peut être explorée par différentes méthodes que j'ai rassemblées ici. Donc, les échanges gazeux, les mesures au niveau sanguin, les biopsies musculaires qui sont un peu plus agressives, et enfin, la technique que je vais vous présenter, qui est la spectroscopie de résonance magnétique du phosphore 31. Donc, très brièvement, quelques mots sur les différentes techniques qui sont utilisées. Et chaque fois que je vous présenterai une technique, il faudra que vous gardiez en tête qu'il faut s'interroger sur la dynamique de ces techniques. Est-ce qu'elles sont capables de nous donner des informations rapidement ou est-ce qu'elles sont capables est-ce qu'il faut du temps pour avoir ces informations? Et il faudra s'interroger aussi sur le caractère invasif des méthodes. Donc, est-ce qu'il y a une intervention agressive sur le système? D'une façon générale, le paradigme dans ce genre d'exploration est toujours le même. On a une phase de repos, une phase d'exercice, une phase de récupération. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire en laboratoire. Vous voyez, un coureur ici, un coureur du Tour de France qui pédale sur un vélo. Et donc, on va essayer d'explorer au cours de ces différentes phases que je vous ai citées. Donc, si on s'intéresse aux échanges gazeux, ce qu'on va mesurer, ce que montre cette courbe là au milieu, c'est en fait la vitesse de consommation d'oxygène. On a besoin d'oxygène pour faire un effort musculaire. Et si on s'intéresse sur la dynamique, elle est relativement bonne parce qu'on a des résolutions qui peuvent être de l'ordre de la seconde. Ça, c'est très intéressant. En revanche, si on s'intéresse sur le lien avec la molécule d'ATP dont je vous ai parlé au début, il est un peu lointain, puisqu'en fait, ce qu'on mesure ici, on se situe au niveau de l'oxygénation pulmonaire, donc on est un peu loin du site musculaire, même si, bien entendu, il y a une relation directe entre cette consommation d'oxygène et la consommation énergétique au niveau musculaire. Si on veut se rapprocher du muscle, les gens ont l'habitude de faire des mesures au niveau sanguin. Donc là, on va profiter du fait qu'un exercice musculaire s'accompagne d'une très forte augmentation du flux sanguin. Et on va pouvoir, bien entendu, il faut faire des prélèvements. Et on va pouvoir, au travers de ces prélèvements, explorer l'énergétique musculaire. Une fois de plus, on ne va pas mesurer directement l'ATP, parce qu'on n'a pas d'ATP, on ne va pas retrouver l'ATP au niveau sanguin, mais on va pouvoir mesurer des métabolites intermédiaires du type le lactate, le glucose, des métabolites qui peuvent être intéressants au niveau de cette production énergétique musculaire. La biopsie musculaire, donc ça c'est un peu plus agressif, donc c'est un geste chirurgical qui consiste à faire un petit prélèvement musculaire et on va essayer de doser un certain nombre de métabolites d'intérêt dans ces prélèvements. Si vous vous souvenez du paradigme initial, eh bien, il y a le repos, exercice, récupération. Donc, je vous laisse imaginer les difficultés de mettre en place le prélèvement musculaire dans un tel contexte. On va pouvoir doser cette fois-ci l'ATP au niveau musculaire, sachant que le dosage devra se faire très rapidement parce que les fibres musculaires qu'on prélève sont très sensibles et le taux d'ATP peut diminuer de façon très très rapide. Donc on a beaucoup d'amateurs de ce type de technique en Europe du Nord et plus on descend dans le sud, moins le nombre d'amateurs augmente.
Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut offrir avec la spectroscopie de résonance magnétique du phosphore 31? Peut-être un mot sur la technique d'imagerie ou de spectroscopie en règle générale. On utilise des appareils d'IRM et imagerie par résonance magnétique. Bruno et sa collègue ont déjà eu l'occasion de vous en parler. Donc, en fait, ce sont des appareils qui génèrent des champs magnétiques très intenses et on est capable, avec ces appareils, de faire des images. Donc, ça, c'est une image d'un muscle au niveau d'une coupe au niveau de la cuisse. Et qu'est-ce qu'on observe au niveau de ces images? En fait, on observe la quantité d'eau et de graisse. C'est ce qu'on mesure en imagerie en règle générale. Donc là, on a une image, donc on a une information qui est géographique, entre guillemets. On peut aussi faire un spectre de cette même zone et on va obtenir des signaux qui correspondent exactement à ce que je vous disais, l'eau, qui est un signal majoritaire ici, et la graisse, avec différents signaux qui correspondent aux différents lipides qu'on peut trouver au niveau musculaire. Alors, ces images et ces spectres, on peut les obtenir de façon très, très rapide. Pour quelle raison? Eh bien, parce que la quantité d'eau dans nos muscles est hyper importante. On a des quantités qui avoisinent la centaine de moles par litre. Donc, c'est totalement inhabituel dans le domaine de la physiologie musculaire, parce que si vous regardez le phosphore, on est dans des gammes de concentration qui sont inférieures à la centaine de millimoles par litre. Donc, je vous laisse imaginer le facteur d'échelle qui est entre les deux. Donc, vous imaginez bien qu'obtenir une image ou un spectre avec des quantités qui sont de l'ordre de 100 moles par litre, ce n'est pas du tout la même chose qu'obtenir une image ou un spectre avec des quantités qui sont 100 000 fois inférieures. Pour autant, les techniques sont capables de nous fournir les outils nécessaires pour avoir ce type d'image et de spectre, non plus en proton, mais en phosphore. L'image, elle n'est pas très sexy parce qu'elle ne montre pas beaucoup de choses, mais tout simplement parce que on a une concentration relativement faible par rapport à l'eau. Donc ça, c'est une image de phosphore du muscle et on s'intéresse plus particulièrement à certains composés. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais me concentrer sur le spectre que vous voyez en dessous, où en quelques secondes, on est capable de faire une analyse biochimique du muscle et de repérer un certain nombre de métabolites d'intérêt. Et vous voyez ici, il y a l'ATP, l'adénosine phosphate, qui est présent sous forme de 3 signaux différents, qui va nous permettre donc de mesurer directement l'ATP. Donc sur ce spectre, vous avez des métabolites sur lesquels je reviendrai par la suite. Juste un petit mot sur l'énergie déposée par ces méthodes d'IRM. Donc, on est dans le gamme des radiofréquences, donc on est sur des techniques faiblement énergétiques. Donc, on a l'habitude de présenter la technique d'IRM comme une technique totalement non invasive. Donc, on n'utilise pas, comme dans la radiologie conventionnelle, des rayons X ou comme on peut le faire dans le scanner. Donc, comme je vous l'ai dit, explorer les métabolismes énergétiques musculaires, c'est faire un paradigme de repos, exercice, récupération. Donc, il faut absolument faire un exercice. Alors, vous pouvez imaginer faire un exercice en dehors de l'appareil d'IRM et faire des mesures immédiatement dès le retour dans l'appareil d'IRM, mais ça, c'est pas très intéressant et vous imaginez bien qu'on perd beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est de faire l'exercice à l'intérieur de l'appareil d'IRM. Donc, bien entendu, le vélo du coureur, là, il ne pourra pas rentrer dans l'appareil, même si on fait un tout petit vélo. Donc ça, ce n'est pas possible en raison des contraintes ferromagnétiques, même si des constructeurs commencent à fabriquer des vélos qui rentrent dans ces appareils d'IRM. Donc nous, on a passé une grande partie du début de cette aventure à fabriquer des ergomètres qui pouvaient être introduits dans les appareils d'IRM. Alors ici, un ergomètre permettant de faire un exercice de flexion des doigts. Donc, vous pouvez voir sur la partie gauche ici que tout est en plastique, donc bien entendu pour être compatible avec l'IRM. Et là, on introduit ce dispositif dans un IRM un peu moins conventionnel que les appareils que vous avez l'habitude de voir, donc un appareil avec un champ magnétique assez important. Et vous voyez, le sujet est assis devant cet appareil, il va introduire son bras dans le tunnel et là, on va faire un exercice de flexion des doigts où on va pouvoir suivre ce qui se passe dans le muscle au cours de ce paradigme repos, exercice, récupération grâce aux signaux de phosphore 31.
Pour les appareils d'IRM un peu plus conventionnels, on a développé des ergomètres qui permettaient de faire des exercices au niveau des membres inférieurs. Donc, sur la partie gauche, ici, un ergomètre qui permet de faire des exercices de flexion-extension du genou. Et ici, vous avez un ergomètre qui marche à partir d'un système hydraulique qui permet de faire des flexions-extensions du pied. Et donc, à chaque fois, on va venir coller un dispositif radiofréquence près du muscle d'intérêt qui va nous permettre de récupérer les informations spectrales de phosphore 31. Donc, comme je vous le disais, il y a ce paradigme, repos, exercice, récupération. La résolution, en fait, elle va dépendre du type de muscle que vous explorez. Plus la masse musculaire est importante, plus vous allez diminuer diminuer le temps que vous passez à enregistrer les signaux. Donc, sur la cuisse, typiquement, par exemple, on peut largement descendre en dessous des 5 secondes. Maintenant, si vous travaillez sur le muscle de l'avant-bras, on est aux alentours d'une minute. Et il y a des gens qui ont travaillé sur des muscles comme le petit muscle du pouce. Et là, il faudra bien entendu augmenter le temps d'acquisition parce que le muscle a une masse musculaire peu importante. Le type d'exercice, c'est tous les types d'exercices qu'on serait capable de réaliser avec les ergomètres que je vous ai montrés. Ils peuvent être dynamiques, ils peuvent être isométriques. Donc, on est capable de conjuguer un peu tous les types d'exercices. Donc, les specs qu'on enregistre, je vous les ai déjà montrés. Donc, on a la position sur l'axe des X vous donne l'identité du composé et la hauteur vous donne la quantité. Donc, vous avez la phosphocréatine qui est reconnue comme étant le métabolite qui va être un pool énergétique au niveau musculaire. Vous avez le phosphate inorganique qui est un autre métabolite qu'on mesure, l'ATP, dont je vous parle depuis le début, et gardez en tête que la consommation d'ATP pendant l'exercice musculaire va conduire à une accumulation de phosphate inorganique, donc on va être capable de le mesurer. On a d'autres composés sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais vous voyez, c'est de petits composés qui sont faiblement concentrés. On en déduit cette information par rapport en fait, à la hauteur du signal. Et il y a un truc qui est vachement intéressant pour nous, qui sommes des physiologistes musculaires, c'est qu'on peut mesurer le pH à l'intérieur des cellules musculaires de façon totalement non agressive grâce à la position de ce signal-là qu'on appelle le phosphate inorganique. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous faites un exercice musculaire, le signal va se déplacer sur cet axe X et ce déplacement va être quantifié en termes de modification du pH intramusculaire. Donc, voilà une série de spectres enregistrés sur un exercice de flexion des doigts. Donc, chaque spectre est enregistré pendant une trentaine de secondes. Donc, vous voyez des pics là, qui vont augmenter en hauteur essentiellement, c'est ce qu'on voit. Le déplacement du signal de phosphate inorganique est un peu moins visible, mais il faudra me croire sur parole, il bouge effectivement en se rapprochant du pic de phosphogratine. Et là, on a le continuum des 3 phases, repos en bas, exercice au milieu et récupération sur la partie supérieure. Donc, si on va mesurer les hauteurs ou les surfaces de ces signaux, on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau musculaire au cours de ce paradigme de repos, exercice, récupération. Alors, premier résultat, il est ici. Vous avez donc les phases de repos et de récupération qui sont de part et d'autre de ce rectangle rouge qui est la phase d'exercice. Et donc, l'ATP, pendant ce paradigme-là, ne bouge absolument pas. Donc, je vous ai dit depuis tout à l'heure que l'exercice musculaire avait besoin d'ATP, et pour autant, ce qu'on voit sur cette courbe, c'est qu'en fait, de façon globale, il n'existe pas de modification d'ATP, et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène bien connu d'homéostasie de l'ATP. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'ATP, on n'en a pas beaucoup, il faut le préserver, donc la cellule va mettre en place des mécanismes qui vont permettre le maintien de cette concentration d'ATP constante, et c'est ce qu'on peut tout à fait observer sur cette figure-là. Alors, on peut se questionner de savoir si cet ATP reste constant, quels sont les métabolites qui vont être véritablement consommés. Eh bien, la réponse, elle est ici. Quand on regarde les courbes de phosphocréatine sur la partie supérieure et les courbes de phosphate inorganique sur la partie inférieure, toujours au cours du même paradigme, bien, vous avez une diminution de la phosphocréatine pendant l'effort qui s'associe à une accumulation de phosphate inorganique
Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette accumulation de phosphatine organique signe bien de la consommation d'ATP, puisque le phosphatine organique est en fait produit à partir de la consommation d'ATP. Donc, si on revient sur notre cycle, ben, on est capable de commencer à le compléter en disant, voilà, la phosphocréatine qui va être métabolisée par la créatine kinase, c'est une enzyme musculaire. Sa dégradation permet de refabriquer l'ATP pendant l'exercice musculaire. Je vous disais qu'on est également capable de mesurer le pH à l'intérieur des cellules. Donc, vous avez les résultats ici. Vous voyez, au cours d'un exercice de quelques minutes à une intensité qui va être modérée, on est capable de faire varier le pH de quelques dixièmes d'unité, ce qui n'est pas négligeable au niveau musculaire, avec des phases un peu décalées entre le début de l'exercice et la fin de l'exercice. Donc ça, ce sont des subtilités métaboliques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais ce que vous pouvez voir, c'est que globalement, pendant l'exercice, il existe une acidose musculaire, qui est représentée ici, et quand on arrête l'exercice, eh bien, le pH va revenir de façon graduelle à ses valeurs initiales. Et si on replonge sur le cycle que je vous ai montré, eh bien, cette modification du pH, en fait, on l'associe aux capacités de la cellule musculaire à utiliser ces sources de sucre qui sont le glucose et le glycogène et qui peuvent se traduire par une production de lactate. Donc globalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire ce genre de figure ici en se disant quels sont les phénomènes qu'on peut explorer avec ces techniques, les phénomènes métaboliques qui pourraient nous intéresser, aussi bien au niveau de leur chronologie qu'au niveau des anomalies qui pourraient être présentes au niveau de certaines pathologies musculaires. Et donc, c'est par ça que je voudrais finaliser la présentation, c'est-à-dire vous présenter quelques exemples d'expressions phénotypiques de situations physiologiques ou pathologiques dans le cadre des mesures que je viens de vous présenter. Donc là, c'est un petit rappel ou une petite présentation pour les néophytes de ce qu'est le métabolisme musculaire. Donc, c'est un ensemble de réactions qui va conduire à la formation de cette molécule d'ATP. Alors, vous voyez, parfois on a besoin d'oxygène, sur d'autres voies, on a besoin moins d'oxygène. Ici, c'est le cycle mitochondrial qui va se produire au niveau des mitochondries. Donc, si on s'intéresse à la consommation et l'utilisation d'oxygène, il y a une étude très, très intéressante qui a été faite par un groupe de collègues américains. Donc, ils ont mesuré la consommation de phosphocréatine et plus précisément la récupération de ce contenu en phosphoréatine dans deux situations. Une situation d'hyperoxie où le contenu en oxygène était augmenté et une situation d'hypoxie où le contenu en oxygène était diminué artificiellement. Donc ça a été réalisé sur des sujets, sur des volontaires sains. Hein. Et donc, vous voyez en fait que la récupération, la vitesse de récupération de ce taux de phosphocréatine peut être modulée par la présence d'oxygène. Donc, on a en fait ici un indice qui permet de nous renseigner sur la capacité musculaire à utiliser cet oxygène. Et ils ont fait une expérience que je trouve fort intéressante et que je vous rapporte ici. Donc, toujours pareil, la cinétique de phosphocréatine avec la courbe standard enregistrée en conditions de normoxie, donc fourniture d'oxygène standard. Et ensuite, ils ont fait des transitions. Ils ont fait transition d'hypoxie, c'est-à-dire faible contenu en oxygène, en normoxie, c'est-à-dire la moitié de l'exercice, on respire peu d'oxygène, et la deuxième moitié, on normalise le contenu en oxygène. Et vous voyez ici, la courbe de phosphocréatine s'adapte en fait au contenu en oxygène. Vous voyez le switch ici au milieu. Vous avez une consommation de phosphocréatine. Donc, bien entendu, il faut imaginer que pendant cette période d'exercice, vous faites toujours le même exercice. Et si vous switchez au milieu avec un contenu augmenté en oxygène, vous voyez la courbe de phosphocréatine qui commence à augmenter. Donc ici, on a une transition hypoxie, hyperoxie, et là, vous voyez, cette augmentation, elle est encore plus marquée. Et si on fait l'inverse, on passe de l'hyperoxie à l'hypoxie, vous voyez qu'on commence par atteindre un état stationnaire donné, et ensuite, on réduit encore le contenu en oxygène, et on va continuer à consommer encore plus de phosphocréatine. Donc là, ce sont des expériences qui montrent bien que la cinétique de ce composé est très sensible à la présence d'oxygène. Et une preuve supplémentaire, ce sont des concepts sur lesquels nous avons l'habitude de beaucoup jouer, c'est-à-dire de comparer
le sujet sain et le sujet pathologique. Donc ici, vous avez une comparaison entre un groupe de sujets sains en jaune et un groupe de sujets présentant une pathologie mitochondriale, c'est-à-dire ce sont des patients qui présentent des difficultés pour utiliser l'oxygène au niveau musculaire. Et donc, vous voyez, on confirme ce que les autres ont observé, c'est-à-dire un ralentissement ici sur la courbe orange de la cinétique de récupération de la phosphocréatine qui est liée vraisemblablement aux défauts musculaires présentés par ces patients. Un autre exemple sur une pathologie où on ne va pas toucher la fonction mitochondriale ici, mais on va toucher une autre enzyme qui est, pour ne pas la nommer, la glycogène phosphorylase, qui est responsable de la dégradation du glycogène. Donc, quand on regarde ce schéma, on peut s'imaginer que si c'est bloqué ici, ben, tout ça va être bloqué. Et ça se traduit par quoi au niveau de nos mesures? Ben, ça se traduit par une différence très marquée au niveau de l'acidose musculaire. Vous voyez ici, sur la courbe du bas, ce sont les sujets témoins qui présentent une acidose normale au cours de ce paradigme. Et quand vous regardez ces sujets-là qui ont un déficit enzymatique musculaire, eh bien, il y a un profil qui est complètement différent, avec une augmentation qui a remplacé cette diminution. Ici, aucune variation. Et ensuite, voilà, on arrive totalement à distinguer ces deux courbes et pouvoir conclure à partir de cette mesure du pH intracellulaire de l'existence d'un déficit enzymatique uniquement à partir de cette analyse. Je voudrais finir sur une étude un peu plus récente que nous avons effectuée dans notre laboratoire, où nous sommes intéressés à la comparaison entre un exercice volontaire et un exercice évoqué par une stimulation électrique. L'idée était de se questionner sur, en fait, le coût énergétique de la contraction musculaire si la contraction était faite de façon volontaire ou de façon stimulée. Bien entendu, les deux tâches étaient comparables, puisque dans les deux cas, la quantité d'effort produite était exactement la même. Donc, on a utilisé ce système-là, cet ergomètre développé par un de mes anciens étudiants de thèse, Gwenaël Layek. Et donc, on a fait ce qu'on appelle de la spectroscopie localisée, c'est-à-dire on est allé localiser l'information sur des muscles qui nous intéressaient. Donc, soit un muscle qui était directement stimulé, le muscle vastus lateralis, soit un muscle qui était non directement stimulé, c'était le rectus femoris. Donc, c'est en fait, on avait posé des électrodes sur ce muscle-là, le vastus lateralis en surface, bien entendu, puisqu'on reste complètement non invasif, et on avait des muscles qui étaient à proximité, bien entendu, qui, eux, répondaient à la stimulation, mais de façon indirecte. Donc, vous retrouvez le spectre là, typique du RMN du phosphore 31. Et quand vous comparez les courbes, elles sont là. Je trouve qu'elles sont assez impressionnantes. Vous avez la contraction volontaire en blanc et la contraction suite à de l'électrostimulation en noir. Gardez en tête que la force produite pendant les deux types de contraction est exactement la même. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Le coût énergétique est vraiment très, très différent entre une stimulation volontaire, où bien entendu, il y a des tas de circuits qui vont se mettre en route, et la stimulation électrique, où là, vous contraignez le muscle d'une façon différente. Donc, vous avez ici l'évolution de la phosphocréatine, et vous avez ici l'évolution du pH. Vous avez quasiment pas d'acidose pendant la contraction volontaire, alors qu'on induit une acidose plus marquée lors de l'électrostimulation. Ça, c'était pour le muscle numéro 1 qui, alors si mes souvenirs sont bons, il était directement stimulé. Et si on regarde le muscle à côté qui, lui, produit certainement une force, mais qui n'est pas directement stimulée, les courbes sont assez différentes. Vous voyez ici que pour un muscle qui n'est pas directement stimulé, les profils de phosphocréatine et de pH sont relativement similaires, avec des cinétiques un tout petit peu différentes, mais qui sont beaucoup moins marquées que ce que vous pouvez voir ici, avec vraiment une différence très, très importante. Voilà, voilà, je pense que je m'arrêterai ici. Et puis, si vous avez des questions, bien entendu, je reste à votre disposition. Merci beaucoup.